Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la démocratie en Afrique est plutôt en train de reculer? Malheureusement, c'est un constat à faire. Oui. L'Afrique semble avoir renoué, par exemple, avec les coups d'État. C'est évidemment la meilleure manifestation possible de ce recul démocratique. En revanche, il fut un temps où, lorsqu'il y avait un coup d'État quelque part, le club des présidents africains accueillait le nouveau venu et, au fond, s'accommodait parfaitement du fait accompli. D'accord. Ce n'est plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que la démocratie a reculé, mais elle est encore la boussole, l'orientation générale du continent. Alors, par exemple, quand il y a eu le coup d'État au Mali ou au Burkina Faso, il y a eu des réactions dans ce qu'on appelle la sous-région, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Oui, voilà. De présidents qui ont manifesté leur désaccord avec ce qui se passait. Absolument. La CEDEAO, cette organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est réunie, a condamné le coup d'État, a demandé à la junte qui s'était mise en place de donner très rapidement des délais, de fixer des délais pour retourner à l'ordre constitutionnel. Et donc, voilà le genre de réaction qui montre qu'en définitive, l'exigence est toujours celle-là, c'est l'exigence de démocratie. Est-ce qu'il y a une exigence, la croyance en la démocratie, ça existe encore? Ça existe. Parce que c'est un peu remis en question, pas uniquement en Afrique d'ailleurs, hein. Oui. On le voit ailleurs, hein. C'est vrai, la démocratie a reculé partout dans le monde. Je crois que cet organisme qui s'appelle VEDEM, qui est un organisme de réflexion qui prend la mesure de la démocratie et qui publie des rapports annuels, a bien constaté que la démocratie avait reculé dans le monde, partout dans le monde. 2 tiers de l'humanité vivent sous des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ensuite, les régimes autoritaires ne sont pas sur la défensive. Il y a l'affirmation qu'au fond, du côté, si on juge les choses par leur efficacité, que l'efficacité serait plutôt du côté de ces régimes autoritaires. Et donc, ceci est assez alarmant. Ce qui est alarmant également, c'est que les jeunes ne semblent plus adhérer à cette valeur de la démocratie. Autrement dit, ce qui est plus inquiétant que les coups d'État eux-mêmes, c'est que des jeunes manifestent pour saluer ces coups d'État, et puis manifestent avec des drapeaux qui sont ceux d'un pays dont on ne peut pas dire qu'il soit véritablement un pays démocratique. Et cela est inquiétant. Et ça, c'est inquiétant pour l'avenir, non? C'est inquiétant pour l'avenir, parce que si nous parlons de la jeunesse, jeunesse africaine en particulier, nous parlons effectivement de l'avenir de ce continent. Quelles sont les causes et les fautifs? C'est des responsabilités locales ou est-ce qu'il y a aussi des responsabilités exogènes, étrangères? Je parle pour le continent africain, évidemment. Oui, alors il faut voir une cause massive pour au moins 2 des coups d'État que nous avons à l'esprit, vous et moi, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. Une cause massive qui est l'insécurité dans le Sahel. Le terrorisme, le djihadisme, aujourd'hui dans le Sahel. Le Mali a failli basculer à un moment donné, il y a eu intervention de l'armée française comme nous le savons. Le Burkina se trouve aussi sous la menace de terroristes. L'État burkinabé et l'État malien ne contrôlent plus une grande partie de leur territoire. Et les coups d'État ont été d'abord des réponses à cette situation, l'insécurité. Et donc voilà une cause massive dont il faut tenir compte et qui explique un peu le basculement de ces pays dans des régimes autoritaires. Voilà. Maintenant, l'idée selon laquelle les jeunes, au fond, ne donnent plus tellement de valeur à la démocratie. Alors que ça a été la grande conquête de la fin des années 90, lorsque le continent africain, qu'on disait oublié de la démocratie et des droits de l'homme, a connu des transitions démocratiques, a connu des changements, des alternances. Et c'est le meilleur signe. Quand le pouvoir en place perd les élections et que le président de la République appelle son opposant en disant « Bravo, tu as gagné, viens qu'on s'occupe de la transition », c'est le meilleur signe de la démocratie. En revanche, la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est une situation où on dit la démocratie, ça ne se mange pas.
Voilà, ceci est répété souvent. Et donc, l'idée derrière une phrase comme celle-là, c'est que la démocratie aurait échoué à assurer le développement, à donner des emplois, à faire sortir de la pauvreté. Et il est difficile de rappeler une chose, c'est que ça n'était pas la fonction de la démocratie de donner à manger. La fonction de la démocratie, c'était d'ouvrir des possibles, de permettre que les valeurs humaines et tous les talents s'expriment librement. Et c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de convaincre de cela. Et donc, il y a un travail d'éducation à la démocratie qu'il faut mener. C'est la meilleure réponse qu'on puisse opposer à ce scepticisme démocratique, comme on pourrait l'appeler. Alors, Souleymane Bachir Ndiaye, vous êtes sénégalais. Oui. Et le Sénégal, ça fait figure un peu de contre-exemple, justement. Ou plutôt de bon exemple, puisque le Sénégal est né démocratie tripartite au début 1974 avec le président Senghor. Après, ça s'est encore ouvert, encore davantage. Il y a une alternance qui se fait, même s'il y a beaucoup de chahuts, beaucoup de bruit. Deux alternances. Deux alternances. Comment vous l'expliquez? Pourquoi au Sénégal ça a marché mieux qu'ailleurs? Oui, alors, il faut déjà... le mot exception semble un petit peu excessif, mais il faut l'utiliser parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que le Sénégal a une tradition démocratique qui vient d'encore plus loin. D'accord. Rappelons-nous que le Sénégal était une colonie particulière pendant la colonisation, puisque c'était une colonie où il y avait 4 villes qui étaient des villes des communes de plein exercice, comme on appelait cela. C'est-à-dire que les habitants des villes de Saint-Louis, de Dakar, de Rufisque et de Gorée étaient non pas des sujets français, mais des citoyens français. Et ils ont envoyé d'ailleurs des cahiers de doléances aux États généraux. Ils ont envoyé des cahiers de doléances aux États généraux et qui ont voté et envoyé des députés au Parlement français depuis le 19e siècle. C'est ainsi que Blaise Diagne, Lamine Gueye, Doudou Diouf ont été des députés sénégalais envoyés au Parlement français. Et donc, le Sénégal connaît des élections depuis le 19e siècle. Il y a une culture de l'élection. De l'élection. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque Senghor, imitant ce qui se passait sur le continent, a instauré le parti unique, il n'a jamais voulu l'appeler parti unique. Il a toujours dit non, 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 c'est un parti unifié. Qui a unifié des tendances, qui a rassemblé des partis différents. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de gêne devant la notion même de parti unique de la part de Senghor, pour 2 raisons. D'abord, c'est un homme de la 4e République, il a toujours connu la démocratie. Deuxièmement, le meilleur frein à l'autoritarisme, c'était Senghor lui-même. Poète, philosophe, il s'est interdit au fond de partir en laissant un pays qui aurait été un pays autoritaire sous le régime d'un seul parti. Et donc, il a instauré ce multipartisme. Donc, c'est la tradition politique. À côté de cela, il faut regarder également un caractère particulier du Sénégal qui est la force des confréries religieuses. Les leaders, les guides spirituels de ces confréries ont toujours également veillé à la paix sociale. C'est ça. L'un d'eux a comparé le rôle des marabouts à celui des pompiers. En disant qu'ils sont toujours là pour éteindre les incendies, pour tempérer les ardeurs, assurer qu'il y a une paix sociale. Et l'un dans l'autre, tout cela établit une sorte de contrat social sur lequel le Sénégal s'est bâti et qui peut expliquer pourquoi le Sénégal a toujours gardé cette orientation démocratique. Vous l'avez rappelé, il y a eu des moments où on a eu peur, on a semblé marcher au bord de l'abîme. Mais au bout du compte, cette exception finit toujours par triompher. Et le Sénégal est un pays qui pourrait avoir la même devise que la ville de Paris. Fluctuat nec megitur. Voilà. Alors justement, on parle de Senghor, qui est quand même une figure majeure, évidemment du Sénégal, le père de la nation, on peut dire, mais une figure majeure aussi de la vie artistique, politique de l'ensemble du continent. Mais on sent aujourd'hui que toute la philosophie justement politique
et artistique de Senghor, qui fait la promotion de la négritude, mais la négritude, c'est pour lui, c'est justement une affirmation, mais une affirmation qui ne nie pas les différences et tout ça. On a le sentiment qu'il y a une remise en question chez les jeunes, aujourd'hui, de justement toute cette philosophie qui dit, mais finalement, Senghor, c'était, permettez l'expression, un peu un collaborateur du colon, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est vrai que Senghor est une figure très controversée de ce point de vue-là. Il faut rappeler, et vous avez bien fait de le dire, que tout en étant avec Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, un des grands pionniers de la négritude, c'est-à-dire l'affirmation des valeurs de civilisation du monde noir, ainsi qu'il définissait la négritude, il est d'abord et avant tout un philosophe du métissage, de la rencontre et du dialogue des cultures. Et ceci était très important. Au fond, une des affirmations les plus importantes chez Senghor, c'est que chacun doit être métis à sa façon. Alors, doit être métis, le doit est important, parce que c'est un devoir éthique, c'est une disposition éthique au décentrement, à la capacité de regarder la perspective de l'autre, etc. Et ceci a défini la personnalité de Senghor et a défini également pendant très longtemps la philosophie politique sur laquelle le Sénégal a reposé. En effet, Senghor a toujours estimé qu'au bout du compte, dans un monde d'interdépendance, il s'agissait de développer dans la paix, dans la capacité de négociation et dans le dialogue, un pouvoir de négociation de plus en plus important. C'est un gradualiste sur beaucoup de choses. D'accord. Il croyait énormément également en l'unité africaine et il estimait que ceci se réaliserait graduellement par cercles concentriques. Et au fond, cette philosophie-là, qui a été la philosophie sur laquelle le Sénégal a été fondé, et vous l'avez dit, aujourd'hui remise en cause par une jeunesse qui est peut-être plus impatiente, qui est plus bouillante d'une certaine façon. Cultive la cancel culture aussi, ce qu'on appelle la philosophie woke, c'est-à-dire le rejet du passé. Voilà, qui épouse une philosophie de la rupture. Et évidemment, Senghor semble être aux antipodes de cette philosophie de la rupture. C'est l'anti-wokisme. C'est l'anti-wokisme de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui appelait à un dialogue des cultures. Il a même écrit que le colonialisme était un mal, mais que dans la mesure où c'était un fait accompli, il fallait en quelque sorte profiter du fait que le colonialisme avait rapproché les peuples et avait constitué une sorte d'embryon de cosmopolitisme. Et vous voyez donc cette manière qui était la sienne de regarder la totalité. C'est un penseur de la totalité, ce n'est pas un penseur de son propre particularisme. Et quand on est penseur de la totalité, évidemment, on a le sentiment que le temps travaille pour aller dans la bonne direction. Et qu'il ne faut pas avoir ces sortes d'impatience et ce caractère révolutionnaire. Ce n'était pas un révolutionnaire, il était pour des réformes et il estimait que les réformes étaient ce qui transformaient graduellement et de manière apaisée les sociétés. Alors je voudrais vous faire réagir à deux phrases, puisque vous êtes un brillant exégète. Une phrase qui a fait couler énormément d'encre, quand il dit que l'émotion est nègre et que la raison est hellène, grecque en fait. Oui. C'est terrible comme c'est une phrase qui lui a été énormément elle n'est pas apocryphe. Elle n'est pas apocryphe du tout. C'est une phrase qu'il a écrite dans un de ses tout premiers articles qui s'appelle « Ce que l'homme noir apporte ». Ouais. Donc c'est très clair, cette phrase ne lui est pas simplement attribuée, elle est de lui. Simplement, elle n'a pas été comprise. Senghor n'a pas arrêté de répéter qu'il était bergsonien avant tout. La première chose à faire, c'était de voir la signification qu'il donnait à ce concept d'émotion. Et quand on sait que Bergson a fait une distinction entre ce qu'il a appelé l'émotion créatrice, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'être émus, et au sens étymologique de émotion, un mouvement de sortie de soi pour créer. Senghor est un philosophe de l'art avant tout. Sortir de soi pour créer, c'est la signification de l'émotion créatrice. Ouais. Et à cette émotion créatrice, donc, que Bergson appelait une émotion
supra-intellectuelle, Ouais. Bergson opposait ce qu'il appelait une émotion infra-intellectuelle qui était la simple réaction. Quelque chose se passe et j'ai une réaction émotive vis-à-vis de cette chose-là. Une fois que l'on a rappelé l'origine de ce mot, de ce concept d'émotion et l'usage qu'en fait Senghor, cette phrase apparaît pour ce qu'elle est, la capacité créatrice de l'émotion Oui. est aux œuvres artistiques africaines, Oui. ce que l'approche rationnelle d'imitation de la nature est à la statuaire gréco-romaine. Ça devient une analogie tout à fait compréhensible dès lors qu'on en a fait l'exégèse, c'est-à-dire qu'on a reconduit les concepts utilisés par Senghor à leur origine bergsonienne. Alors la deuxième citation qui est magnifique, l'orgueil d'être différent n'empêche pas le bonheur d'être ensemble. Voilà. Ça c'est fabuleux. Ça. Voilà, absolument. Et On devrait enseigner ça partout. Ça. mais oui, s'il y avait une formule à retenir de Senghor, cela devrait être celle-là. Mesurer, dit-il plus exactement, mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble. Et donc, affirmer sa propre différence, affirmer que le monde est pluriel, que le monde n'est pas uniforme, qu'il est tissé de toutes nos différences, des différentes manières que les cultures ont d'exprimer l'aventure humaine. Chaque culture donne un visage particulier à l'humanité et ces visages, ensemble, composent la symphonie du monde, d'une certaine façon, pour parler le langage de l'art et le langage de la musique. Eh bien, cette phrase-là résume Senghor. Elle est encore mieux que le couple enracinement-ouverture qu'il emploie aussi à peu près avec la même signification. Mesurer l'orgueil d'être différent, s'affirmer, défendre et illustrer